Okay. Also, this webinar is going to be recorded. Le webinaire sera enregistré. We will try to have it online. Donc, As soon as il sera possible. disponible en ligne Welcome dès que everyone. possible, nous l'espérons. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Okay, there's around 100 people now. Il y a environ une centaine de personnes qui participent au webinaire aujourd'hui. A couple of minutes Attendons encore quelques minutes that everyone is in. pour être certain que tout le monde est bien là. Okay. Okay, so again, very quickly. Très rapidement, je répète, le webinaire se déroulera aussi bien en anglais qu'en français. Si vous avez besoin d'interprétation, cliquez sur l'icône interprétation en bas de l'écran. D'accord. OK. We are right now waiting for everyone to be Nous attendons to enter the room. Okay, so que tout le monde se connecte. I see people are already Je vois que des personnes demandent pourquoi elles ne voient pas les intervenants. One more minute. On attend encore une petite minute. On est presque à 140 participants. Okay, so let's Très start. bien. Je vous propose de démarrer. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Maria, je suis chargée de mission pour la FEANSA et je suis ici pour présenter le fruit d'un nouveau travail politique que nous avons réalisé. Il s'agit de lutter contre la criminalisation du sans-abrisme en Europe. Vous pouvez trouver ces recherches sur notre site Internet. Peut-être que c'est déjà disponible, mais sinon, ce sera disponible à la fin de ce webinaire. Et maintenant, vous voyez toutes les personnes qui participent à notre webinaire d'aujourd'hui. Ce rapport conjoint a été rédigé par la Fondation l'Abbé Pierre, FEANSA et Avocats sans frontières, ASF. Et le rapport s'inscrit dans une campagne mondiale visant à décriminaliser la pauvreté et le sans-abrisme. Dans quelques minutes, nous recevrons plus d'informations et plus de détails à ce sujet. Ensuite, Noria de Fondation Abbé Pierre prendra la parole. Elle nous présentera la note politique. Ce sera une présentation d'une dizaine de minutes sur le contenu de cette note politique. Ensuite, il y aura deux réactions, une de la part de la Hongrie et l'autre du Danemark. C'est pour vous donner le point de vue d'une association travaillant sur le sans-abrisme au Danemark et en Hongrie. Nous aurons également la chance d'avoir parmi nous Marie Toussaint, qui est eurodéputée ici à Bruxelles. Elle nous parlera du rôle de l'UE et du Parlement européen dans la décriminalisation du sans-abrisme en Europe. Et ensuite, à la fin du webinaire, il y aura une très courte session questions-réponses. Et on terminera en tirant quelques conclusions. C'est Sarah Kupchou de Fondation Abbé Pierre qui les tirera. Voilà, sans plus attendre, je
vous propose de donner la parole à Justine, qui va nous présenter la campagne mondiale et elle vous présentera notre travail sur la décriminalisation du sans-abrisme en Europe. Voilà, merci Justine de nous expliquer de quoi il s'agit dans la campagne. Votre image est jolie, Justine. Ok. Do you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok, super. Merci Maria et bonjour à toutes et tous. Je vais parler en français. Et donc, je vais vous présenter un petit peu mieux la campagne de décriminalisation de la pauvreté, du statut et de l'activisme qu'a mentionné Maria et dans le cadre de laquelle on a réalisé ce policy brief. Donc, je vous parle de la part d'Avocats sans frontières qui a co-réalisé ce policy brief. Et donc, pour vous présenter un petit peu la campagne, en fait, on parle de campagne, mais il ne faut pas le voir comme une campagne qui est une campagne annuelle, par exemple. En fait, on parle de campagne, mais elle fonctionne comme une coalition internationale et elle fonctionne répartie sur plusieurs groupes en fonction de groupes géographiques ou de groupes thématiques ou de groupes d'expertise, donc avec certains groupes qui vont fonctionner plus dans le monde anglophone et d'autres dans le monde francophone, certains groupes qui vont travailler plus sur la recherche, plus sur le plaidoyer, mais c'est vraiment une campagne qui a une dimension internationale. On parle donc de décriminalisation de la pauvreté, du statut et de l'activisme. Et donc, dans la pauvreté, c'est assez clair. Ce qui est visé, ce sont toutes les populations donc, vulnérables qui sont criminalisées pour le fait d'être en situation de pauvreté. Par le statut, on vise tous les statuts qui peuvent créer des vulnérabilités, de la stigmatisation ou de la vulnérabilité spécifique qui va entraîner une surcriminalisation. Donc, par exemple, le fait d'être une personne LGBTQI+, le fait d'être dans certains contextes une femme ou une personne racisée sont des statuts, c'est-à-dire des parties de l'identité personnelle qui vont faire qu'une personne va être particulièrement criminalisée. Et cette campagne vise aussi à décriminaliser ce qu'on appelle de manière générale l'activisme ou aussi la solidarité, notamment la solidarité avec justement les personnes les plus précaires ou avec les personnes migrantes, etc. L'objectif de la campagne aujourd'hui est sur 3 niveaux. Le premier, c'est d'essayer justement d'élargir cette campagne, d'élargir cette coalition et de la faire exister dans de nombreuses réalités géographiques parce qu'on se rend compte que cette criminalisation de la pauvreté, du statut et de l'activisme aujourd'hui est une réalité mondiale et que la pauvreté, le statut et l'activisme sont criminalisés partout dans le monde à des degrés divers, mais que ce sont des réalités qu'on retrouve partout. Donc l'idée aujourd'hui est d'élargir ce réseau, d'élargir cette campagne et de la faire exister dans de nombreuses réalités mondiales. Le deuxième objectif que se donne la campagne, c'est de décriminaliser en agissant au niveau législatif, en agissant au niveau judiciaire et en agissant au niveau politique, notamment dans le but de faire abolir les lois qui criminalisent les personnes pauvres ou les personnes en raison de leur statut. Et le troisième objectif est aussi de faire évoluer les pratiques parce qu'on se rend compte que faire abolir des lois criminalisantes ne suffit pas. Parfois, les personnes sont criminalisées sans forcément qu'il y ait une base législative. Et on a aussi besoin de faire évoluer les pratiques, de faire évoluer les mentalités aussi pour que les personnes pauvres ne soient plus associées à des personnes criminelles qui sont d'office en rupture avec la loi ou qui sont d'office placées dans une position stigmatisée et criminalisée. Donc, c'est voilà, pour vous mettre un petit peu le cadre général de la campagne, à savoir également que c'est une campagne qui, pour l'instant, a principalement existé ces dernières années sur le continent africain, où elle a eu des très beaux succès, notamment du point de vue du contentieux stratégique, du point de vue de l'abolition de certaines lois criminalisantes sur le vagabondage, etc. Et c'est aujourd'hui une campagne qu'on cherche, comme je le disais, à faire grandir dans différentes réalités, et notamment, en tout cas pour ce qui nous concerne ici avec Avocats sans frontières, la FEANSA et la Fondation Abbé Pierre, on cherche aussi à lui donner corps dans le contexte européen et dans le monde francophone également. Donc voilà, avec l'idée
comme je le disais, que ce sont des réalités qui sont présentes en Afrique, mais qui sont aussi présentes en Europe. Et on va le voir aujourd'hui avec quand même des degrés de criminalisation qui sont particulièrement préoccupants à travers l'Europe. Voilà pour cette petite introduction. Merci. La campagne de décriminalisation a aussi un site internet que je vais vous mettre dans le chat et qu'il est tout à fait possible de rejoindre en tant qu'organisation de la société civile si vous êtes intéressé par cette campagne. Merci Maria. Thank you so much, Justine. I think Eh bien, un tout grand merci, Justine. Je pense que c'est vraiment le cadre, le contexte dont nous avions besoin pour comprendre pourquoi nous menons cette campagne maintenant et dans quel contexte elle s'inscrit. Ensuite, je vais vous présenter Noria Delvey, qui est juriste. Elle travaille pour Fondation Abbé Pierre en France. Elle va nous parler pendant une vingtaine de minutes. présentation, tu vas la partager toi-même. Et vous êtes en sourdine? Tu n'as pas activé ton micro. Vous êtes en sourdine? Ben oui, je coupé mon micro. Ah, Ouais, maintenant, on vous discrète. entend. Voilà, Parfait. merci. Bonjour, je vais vous présenter donc ce rapport de la Fondation Abbé Pierre, ASF, Avocats sans frontières et de la FEANSA. Deux faits principaux nous ont motivés pour réaliser ce rapport. Le premier, c'est le nombre de personnes sans domicile personnel qui croît en Europe. Elles sont aujourd'hui 1,2 million de personnes. C'est une estimation basse. Et une partie non négligeable vit dans la rue. Elles sont de plus en plus jeunes. Il y a de plus en plus de femmes, d'enfants. Certains n'ont quasiment plus aucune chance de devoir proposer un hébergement face à la saturation des dispositifs. Et elles survivent alors dans l'espace public et tentent de subvenir à leurs besoins vitaux dans un environnement qui est particulièrement inadapté à une vie digne, privée et familiale. Certaines se livrent à la mendicité pour se nourrir, se payer un abri pour la nuit. Elles créent des lieux informels là où elles le peuvent encore et occupent parfois donc des bâtiments laissés vides à l'abandon par leurs propriétaires. Voilà, tout ça, vous êtes nombreux à le constater et il suffit souvent de sortir de chez soi pour le voir. Mais il y a un autre fait, et c'est que de plus en plus nombreux sont aussi les acteurs associatifs, les bénévoles, les avocats qui, à travers l'Europe, témoignent d'une hostilité croissante et très concrète à l'égard des personnes sans abri. La Fondation Avocats sans frontières et la FEANSA, depuis plusieurs années, les entendent. Et on entend aussi les discours politiques qui alimentent cette hostilité et qui sont beaucoup plus bruyants que ceux des associations, malheureusement. Alors, on a décidé de mettre en lumière le phénomène en rassemblant dans ce rapport ce qui caractérise une double aberration, la criminalisation du sans-abrisme et par là, la criminalisation des personnes sans abri. On a mené une enquête dans 4 pays, la Belgique, le Danemark, la France, la Hongrie, auprès d'acteurs de terrain et qui travaillent avec les sans-abri. Et la conclusion est sans appel. Vous allez le voir, la criminalisation du sans-abri, ce n'est pas un choix de société concevable, tant ses conséquences sont dramatiques pour les personnes concernées, comme pour nos sociétés dans leur ensemble. Alors voyons d'abord ce dont on parle, la criminalisation. Le terme de criminalisation, on l'utilise, on l'emploie largement dans le cadre de cette campagne. Ça recouvre toutes les infractions qui sont prévues par les lois et les règlements, mais aussi les pratiques qui en découlent et aussi les discours qui les justifient. Cette criminalisation, elle prend des formes qui sont diversifiées et souvent sournoises. Ça peut être de dormir à la rue, occuper l'espace public de manière prolongée, en nommant des stations assises ou allongées. L'atteinte à la propreté, le regroupement des personnes ou de chiens, le bivouac, entreposer du matériel sur la voie publique, fouiller les poubelles, mendier, tout ça, c'est autant d'activités qui sont inhérentes à la situation de sans-abrisme, mais qui sont aussi possiblement constitutives d'une infraction. Et si la réglementation ne vise pas toujours explicitement les personnes sans abri, les comportements qui sont criminalisés sont bien ceux qu'elles sont contraintes d'adopter et ce sont bien elles qui, dans les faits, sont sanctionnées. Et de cette manière-là, on les rend responsables de leur situation.
Cette criminalisation, elle s'étend aussi aux alternatives à la rue, comme le squat, et comme en France depuis 2023, par exemple aux locataires qui se maintiennent dans leur logement alors qu'elles en ont été expulsées. Et elle se joue aussi, cette criminalisation, à la fois au niveau national et au niveau local des États. En Hongrie, c'est la loi fondamentale qui prévoit que tout séjour continu à des fins d'habitation dans l'espace public est interdit. Mercedes de Street Lawyer Association nous parlera après de ça un peu plus précisément. Dans la loi danoise sur l'ordre public, donc c'est bien cette loi, voilà, une loi danoise sur l'ordre public qui interdit de dormir dans des campements et qui sont susceptibles de causer un malaise dans le voisinage. C'est Pia qui nous décrira un petit peu plus cette législation ensuite, que je ne vais pas développer maintenant donc. Mais nous avons aussi en Belgique et en France, alors que la mendicité non agressive a été supprimée du code pénal, on peut voir qu'elle est encore interdite dans les règlements municipaux, qui sont variables d'une ville à l'autre et passibles d'une amende administrative qui peut atteindre plusieurs centaines d'euros. Les sanctions sont diverses aussi. Elles couvrent tout type et tout degré de peine, que ça aille des amendes aux travaux d'intérêt général, à la garde à vue, à la prison. Elles donnent lieu à des opérations policières qui sont de plus en plus violentes, notamment lors d'évacuations de campements et de squats. Et cette application de ces lois et règlements répressifs, de ces sanctions, confirme l'intention du législateur et des responsables locaux qui est d'éloigner les personnes sans abri de certains lieux de la ville, plus ou moins fréquentés, commerçants, touristiques ou de transit. À Namur, en Belgique, par exemple, les policiers eux-mêmes dénoncent des SDF Tours quotidiens destinés à chasser les SDF et à verbaliser systématiquement les personnes occupant l'espace public. On observe que ces pratiques répressives, leur fréquence et leur intensité évoluent très rapidement dans un sens comme dans l'autre. Ça peut dépendre d'un changement de gouvernement national, régional ou local, la nomination d'un nouveau préfet ou d'un nouveau commissaire, l'évolution résidentielle d'un quartier ou un projet d'urbanisme, ou alors tout simplement de l'arbitraire qui est laissé aux forces de l'ordre pour appliquer les lois et les règlements. Et enfin, ce sont aussi les actes de solidarité avec les personnes sans abri qui sont criminalisés. Au Danemark, par exemple, c'est l'interdiction pour les responsables de centres d'hébergement d'accepter des personnes sans statut légal. Et en France, ça peut être des arrêtés préfectoraux qui interdisent les distributions alimentaires, comme à Paris ou à Calais, ou alors un nouveau délit d'incitation au squat qui vient d'être créé en 2023. Alors, ces mesures et ces pratiques, elles sont le fruit de politiques qui sont fondées sur des stéréotypes envers les personnes à la rue. Elles seraient violentes, grossières, sales, alcoolisées, et elles enfreindraient par nature la loi. C'est ce que portent avec une recrudescence forte ces dernières années les discours politiques, qu'il s'agisse de migrants qui sont surnommés Roms et voleurs en pleine campagne électorale au Danemark, qu'il s'agisse d'appeler les citoyens à signaler les personnes sans abri qui dégagent une forte odeur en Hongrie, ou de slogans tels que « trop de mendicité tue notre générosité » à Mons en Belgique lors des élections communales d'octobre dernier. Plus ces discours sont fréquents et audibles, et plus ils encouragent la mobilisation des habitants ou de commerçants contre la présence des personnes sans abri pour l'insécurité et les nuisances qu'elles occasionneraient, et allant jusqu'à s'opposer au projet de centre d'hébergement dans leur quartier. Et les acteurs sont unanimes. Les personnes racisées et migrantes sont particulièrement ciblées par les pratiques les plus violentes et la persécution policière qui est croissante et qui accompagne le durcissement des politiques migratoires. En France, sur le littoral nord, une abominable stratégie appelée zéro point de fixation consiste depuis des années à détruire les campements, à dissuader l'aide humanitaire qui est apportée aux migrants qui tentent de survivre dans la rue, épuisés, affamés. L'Observatoire des expulsions des lieux de vie informels rapporte que de nombreuses personnes sont victimes d'agressions policières à caractère raciste, y compris mineurs, que ce soit des tirs de LBD, du gaz lacrymogène ou des violences physiques. En Hongrie, les personnes roms seraient surreprésentées dans le système pénitentiaire. Elles sont 3 fois plus susceptibles que les autres d'être soumises à des interpellations et à des fouilles. Et les estimations suggèrent qu'elles représentent plus de 80%
des personnes qui sont touchées par les interdictions de dormir à la rue et les mesures de lutte contre la mendicité. Alors, cette criminalisation, elle n'est pas sans conséquence et elle a aussi un coût. D'abord, les personnes sans abri sont prises dans un cercle vicieux de cette approche punitive. L'ensemble des stratégies de survie, de leur stratégie de survie, sont susceptibles d'être punies et de faire l'objet d'amendes, voire d'arrestations. Mais leur particularité aux personnes sans abri, c'est qu'elles peuvent difficilement faire autrement et donc se soustraire à la sanction. En gros, tant qu'elles sont sans abri, elles ne peuvent que récidiver et sont exposées à une accumulation de peines. D'autant plus qu'elles font partie des personnes qui ont le moins accès à la justice pour se défendre, pour contester les décisions ou les sanctions qui seraient illégales et abusives dont elles ont pu faire l'objet, pour expliquer leur situation aux magistrats, faire appel de leur condamnation, demander des remises d'amende ou des aménagements de peine. En outre, certaines personnes souffrent de difficultés qui peuvent être vues comme des circonstances aggravantes. Les troubles psychiques ou les addictions les font paraître plus dangereuses. Et en France, une étude montre de Médecins du Monde que les personnes sans domicile qui souffrent de troubles psychiques ont un risque plus élevé d'être condamnées à des peines d'emprisonnement malgré l'absence de traitement adapté et sachant que la rue a pu aggraver ces troubles. Au final, les personnes sans abri sont plus susceptibles d'être condamnées à de la prison ferme et bénéficient le moins des possibilités d'aménagement de peine. De simples amendes, qu'elles ne peuvent par définition pas payer, peuvent mener à une arrestation, à une garde à vue ou à un emprisonnement. Et en plus, elles réduisent leurs chances de se loger, parce qu'elles sont souvent majorées lorsqu'elles ne sont pas payées dans un certain délai. Et donc, ces amendes creusent leurs dettes. En Belgique, des associations comme Lilo ou Doucheflux, qui mènent des programmes de logement d'abord, témoignent que d'importantes saisies sur salaire ou sur le compte bancaire de personnes qui viennent tout juste, qui étaient sans abri et qui viennent tout juste d'emménager dans un logement. S'ajoute à ça que rares sont les personnes sans abri qui peuvent bénéficier d'un conseil juridique pour organiser leur défense, justement, pour suivre les procédures. Entreprendre des démarches aussi numériques peut être très compliqué pour elles, plus encore dans une langue qu'elles ne lisent ou parfois ne comprennent pas, et sans traducteur disponible. Et tout ça, évidemment, encore plus compliqué en vivant à la rue, et beaucoup, du coup, se font condamner par défaut. Donc, cette criminalisation a aussi un coût humain considérable. Ces personnes, sous pression, cherchent à se rendre invisibles, elles sont en mouvement permanent, elles errent de quartier en quartier, de ville en ville, elles perdent l'accès à certains services et à certains droits. Leur santé physique et mentale se dégrade rapidement sous l'épuisement d'une hypervigilance constante, la chute de l'estime de soi, les répercussions sur les rythmes de vie, l'hygiène, l'accès aux soins. Et certaines finissent par ne même plus demander d'aide et à se cacher dans des lieux qui sont reculés, isolés, dégradés, parfois dangereux et pollués, des lieux où les services d'urgence refusent parfois même d'intervenir. Cette invisibilisation les rend donc... De rien. Et je peux te demander d'aller un peu plus doucement, s'il te plaît. Apparemment, Oui. les interprètes ont du mal à te suivre. Ah, zut. Bon, je Non, vais pas mais trop ça va. lancer, mais à Tu as partir de encore 5 maintenant, minutes, je c'est parle bon, plus ça lentement. va. OK. Non, mais avant, tu l'as bien fait, c'est maintenant. Mais ça Ah, va. Ça c'est va. maintenant. C'est l'autoroute. On va toujours plus vite. Elles finissent donc cette invisibilisation, pour finir sur ce coût humain considérable, les rend plus vulnérables aux marchands de sommeil et aux employeurs exploiteurs et les expose aux violences et au vol. Alors, il ne faut pas s'étonner que, du coup, cette sanction dont on constate qu'elle est déjà inefficace pour réduire le sans-abrisme, que cette sanction coûte aussi plus cher à la société que la solidarité. Les politiques de criminalisation des personnes sans abri sont loin d'être indolores pour les finances publiques. Elles induisent des coûts structurels qui sont très importants dans le traitement des amendes, dans la mobilisation des forces de l'ordre, dans les frais de justice et dans les frais liés à une incarcération lorsqu'elle a lieu. Appliquer l'interdiction de mander, par exemple, a coûté au canton de Genève 3,2 millions de francs suisses. L'exclusion et l'isolement présentent
aussi un coût sanitaire et social, parce qu'elle aggrave la santé physique et mentale des personnes sans abri, et ce qui engendre des soins plus intensifs et plus d'intervention des services d'urgence. Passons sur ces constats aux recommandations que nous faisons. Au regard de toutes ces observations-là, la décriminalisation s'impose et pour y parvenir, plusieurs recommandations sont possibles qui sont issues pour beaucoup de notre enquête. Et il faut vous sentir libre, entièrement libre de les reprendre et aussi de les compléter. La première chose est d'abroger les lois et les réglementations qui sont criminalisantes. La suppression pure et simple des lois qui réglementent les activités essentielles des personnes sans abri dans les espaces publics, tout en empêchant aussi, évidemment, l'adoption de nouvelles lois. C'est par exemple en France, une proposition de loi relative à la sûreté dans les transports a voulu cette année créer un délit d'incivilité d'habitude. La mendicité faisait partie de la liste des comportements qui pouvaient être sanctionnés au titre de cette incivilité d'habitude à 6 mois d'emprisonnement et à 7 500 € d'amende. Suite à la mobilisation des associations, la proposition a été modifiée. Non seulement la mendicité a été retirée de cette liste, mais encore, il est précisé dans la loi que ce nouveau délit ne peut fonder une répression visant les personnes sans domicile fixe ou celles dont la vulnérabilité est manifeste. Donc, si le texte à ce jour n'est pas encore complètement adopté, on voit quand même que cette démarche illustre le sens à suivre. Toutes les pratiques aussi des forces de police et des administrations qui invisibilisent, qui chassent, qui stigmatisent et qui répriment les personnes sans abri doivent être fermement sanctionnées et ainsi dissuadées. Il faut sensibiliser et former aussi tout ce beau monde, les forces de police et les administrations. Il faut les sensibiliser aux besoins spécifiques des personnes sans abri et à la bonne manière de les réorienter vers les services sociaux. La team Herschmann, par exemple, une équipe de police spécifique dans les rues de Bruxelles, donne des résultats plutôt positifs à cet égard. En Hongrie, le comité hongrois d'Helsinki a organisé aussi en 2023 des sessions de formation de la police sur les personnes handicapées qui auraient commis des infractions mineures. Et on voit que ça contribue à réduire significativement le nombre d'amendes à leur égard. Une des autres premières choses à faire est de renforcer les alternatives à la prison et que ces alternatives soient effectivement accessibles pour les personnes sans abri. Le fait de ne pas disposer d'adresse, de pas d'avoir de téléphone, de ne pas avoir d'argent, ne doit pas conduire mécaniquement à une détention préventive et au refus des peines alternatives et de libération anticipée. Il faut aussi absolument permettre l'ouverture des permanences juridiques qui soient associatives dans les lieux qui sont fréquentés par les personnes sans abri et aussi dans les tribunaux, les jours d'audience, garantir l'accès à l'aide juridictionnelle gratuite, évidemment, et aussi améliorer les systèmes de notification aux personnes sans abri pour qu'elles ne soient pas jugées par défaut, et y compris d'ailleurs dans le cas des squats. On ne doit jamais faire l'économie du contradictoire et tous les recours doivent toujours être suspensifs lorsque sont en jeu des droits fondamentaux. Les juges aussi doivent être formés. Ils doivent être formés aux circonstances de vie des personnes vivant à la rue et qui les contraint parfois à agir en dehors du cadre légal. Et on souhaiterait également promouvoir le contentieux stratégique pour faire avancer la cause des droits des personnes sans abri. Les lois, les décisions, les pratiques répressives qui ont un impact significatif sur les personnes sans abri doivent être le plus souvent possible contestées, et ce à tout niveau, que ce soit individuel ou collectif, local, national ou international. Ces actions demandent beaucoup de persévérance et il faut s'appliquer également à les alimenter par la recherche juridique et surtout par l'observation et la documentation des violations des droits humains, qui est extrêmement importante, et des effets et des conséquences systémiques aussi de ces mesures répressives. À titre d'exemple, à ce jour,
Au niveau européen, 2 réclamations collectives ont été introduites devant le Comité européen des droits sociaux contre les arrêtés municipaux anti-mendicité en France et en Belgique pour dénoncer l'exclusion sociale, les conséquences sur la santé et les obstacles à l'accès au logement que ces arrêtés constituent. Et enfin, depuis 2017, la FEANTSA et la Fondation appellent les villes de l'Union européenne à signer la Déclaration des droits des personnes sans abri. C'est une démarche importante dans le sens où elle envoie un message assez fort aux citoyens, aux décideurs locaux et aux acteurs concernés et qui permet de mieux ancrer les droits des personnes dans les politiques publiques. Ça, c'est d'une part. D'autre part, la décriminalisation se fonde aussi sur le maintien et le déploiement des politiques sociales. Pour mettre fin avec humanité au sans-abrisme, les solutions sont bien connues et on les rappelle. Il s'agit de loger plutôt que de condamner. Le logement d'abord, qui est basé sur un relogement rapide, stable, l'accompagnement par une équipe pluridisciplinaire qui est à l'écoute des besoins des personnes, sans conditions, sans prérequis, est vraiment le modèle rationnel et qui a fait ses preuves. Non seulement les études montrent que les personnes se maintiennent dans leur logement, mais aussi que le coût de ces programmes reste moins important que la somme du coût du sans-abrisme et des mesures répressives, y compris leur impact sur les dépenses publiques. On l'a vu tout à l'heure, sécurité, justice, aide sociale, santé. Donc, loger et accompagner les personnes sans abri reste la politique la plus efficace et économe pour les personnes et pour la société. Il faut aussi assurer au mieux la proximité, l'accessibilité et l'universalité de l'aide aux personnes sans abri. On peut, pour ça, mieux financer le travail de première ligne, les maraudes, les équipes mobiles qui sont capables d'aller vers les personnes sans abri dans tous les lieux qu'elles occupent, et aussi les accueils de jour, 7 jours sur 7. Éviter le passage au tout numérique en conservant des guichets d'accès aux droits. Garantir l'accès inconditionnel et universel à l'hébergement et aux soins. Et offrir une prise en charge aux personnes exilées dès qu'elles arrivent sur le territoire, quel que soit leur statut de séjour, et aussi faciliter leur démarche de régularisation et d'accès au droit de travailler. Il serait bon aussi de promouvoir la gratuité des services en ville, y compris les transports en commun, au moins pour les personnes qui bénéficient des minima sociaux ou qui sont sans revenus, mais avec ou sans papier. Regardez les lieux de vie informels, bidonvilles, squats, non plus comme des lieux hors la loi, mais comme le support à l'amélioration des conditions de vie des personnes qui y vivent et à une sortie adaptée vers le logement. Et repenser évidemment les sorties d'institutions pour qu'elles mènent à de véritables solutions d'hébergement et de relogement plutôt qu'à la. 2 points pour finir. Décriminaliser, c'est aussi déconstruire les stéréotypes et promouvoir un contre-narratif, parce que les politiques structurelles, les politiques de lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme, elles peuvent prendre corps seulement dans un espace médiatique et politique qui permet à chacun et à l'ensemble de la population de comprendre les réalités des personnes vulnérables. Les pouvoirs publics, les représentants politiques, les figures médiatiques doivent systématiquement être dénoncés dans leurs déclarations illégales, discriminatoires, qui appellent à la haine et qui appellent à la division. Les initiatives citoyennes solidaires doivent être au plus rendues visibles et évidemment soutenues. Et enfin, sans doute, ce qui pêche vraiment le plus et ce qui est pourtant vraiment l'essentiel, c'est d'écouter les personnes sans abri, assurer, garantir leur participation aux politiques publiques, leur donner voix au chapitre et à commencer par celui qui les concerne. Pour finir, puisque ce rapport est européen, on affirme, la Fondation, ASF et la FEANTSA, que l'Union européenne a une responsabilité forte dans tout ça et qu'elle a un rôle à jouer dans la lutte contre le sans-abrisme et aussi dans la décriminalisation du sans-abrisme. L'Union combat l'exclusion sociale. Son principe 19 du socle européen des droits sociaux prévoit que toute personne a un droit au logement abordable et de bonne qualité. Une plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme créée par la Commission européenne en mars 2021 vise à éradiquer le sans-abrisme d'ici 2030. Et malgré cela, et bien qu'elle promeuve l'accès au logement, l'Union européenne ne pointe pas les contradictions des systèmes juridiques qui pénalisent les actes dont on vient de parler, tels que dormir dans la rue ou mendier,
par exemple. Donc, il serait important que la Commission européenne prenne position en ce sens. Les ressources de l'Union sont suffisamment importantes pour justifier une intervention de sa part en faveur de la décriminalisation des personnes sans abri. Une commission parlementaire également spéciale sur la crise du logement dans l'Union européenne vient tout juste d'être créée. Elle se donne pour mission d'évaluer l'efficacité des ressources consacrées au logement décent et à l'éradication du sans-abrisme. Elle pourrait donc aussi formuler des recommandations à ce sujet. Voilà. Merci. Merci, Noria. Thank you. I know that it's never easy to. Je sais qu'il n'est jamais facile de résumer un rapport de plus de 20 pages. Merci pour cet effort. Merci également aux 2 interprètes. Il aurait été préférable que l'intervenante envoie son intervention écrite à l'avance, car une intervention écrite n'est jamais très simple. C'est toujours un défi de traduire quelqu'un qui lit aussi vite. Merci en tout cas, Noria, et aux interprètes d'avoir fait l'effort. Normalement, on aurait dû passer à Mercedes. Mais Marie, est-ce que vous souhaitez intervenir maintenant? Parce que je sais que vous êtes à Strasbourg et vous allez devoir nous quitter. Donc peut-être voudriez-vous nous parler de ce que Noria a dit à la fin de son intervention. Quel est le rôle de l'Union européenne et des institutions de manière générale, et du Parlement européen en particulier? Y a-t-il un rôle que ces institutions peuvent jouer? Merci, Marie. Oui, j'espère que c'est le cas. Je préviens. Un grand merci pour cette invitation, pour ce séminaire, et je veux le dire aussi vraiment, notamment à Noria qui en a fait une présentation très très complète en fait au fond, mais un grand merci pour ce rapport, parce que ce rapport il est à mon sens extrêmement important, à la fois d'un point de vue de la bataille institutionnelle, et je vais revenir justement sur quel peut être le rôle du Parlement, mais au-delà de ça, de l'Union européenne et la responsabilité politique en règle générale, mais aussi extrêmement important dans la bataille culturelle. Et je crois, et j'ai relancé ici au Parlement européen l'intergroupe de lutte contre l'extrême pauvreté et pour les droits humains, notre slogan, c'est de dire que la misère est un choix politique et que l'éradiquer l'est aussi. Et je crois que ce rapport montre, avec de nombreux exemples partout sur le territoire européen, mais comment effectivement une vision des personnes en situation de grande précarité alimente des politiques qui les stigmatisent et qui entretient cette pauvreté, et donc démontre de façon absolument implacable le fait que, bien oui, la persistance de la misère, même le retour de la misère sur le territoire européen, est bel et bien un choix politique contre lequel, c'est ça la bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut se battre. On peut se battre. Et donc, je veux tout d'abord vous dire que ce rapport vraiment crucial, à mon sens, doit continuer à être diffusé. Et donc, j'espère qu'on pourra travailler ensemble, notamment au sein du Parlement européen, avec les institutions européennes et celles des États membres, pour pouvoir le présenter et le faire avancer, et faire avancer ces recommandations. Je vous l'ai dit, la pauvreté est un choix politique qui, je pense, est extrêmement évident à travers ce rapport, et cette criminalisation, tant des personnes en situation de pauvreté que de celles et ceux d'ailleurs qui souhaitent tout simplement respecter leur dignité et accompagner cette dignité, est extrêmement inquiétante. Et doit absolument nous faire réagir. On le voit dans ce rapport, vous parlez du sans-abrisme évidemment, à toutes les questions reliées à l'accès au logement, en passant par l'hygiène, les douches. Je rappelle d'ailleurs que la discrimination pour critères socio-économiques est venue de cette incapacité finalement de pouvoir avoir accès à l'hygiène. Évidemment l'accès à la justice, qui est un point très fort de ce rapport. Et peut-être qu'on pourrait ajouter d'autres dimensions, par exemple toutes les pratiques de data mining qui sont en train de venir dans l'Union européenne, de prendre de la place avec ces algorithmes qui gèrent les prestations sociales, en fait l'accès aux droits, et qui viennent stigmatiser encore plus et renforcer plus encore cette criminalisation
quand même de celles et ceux qui devraient pouvoir avoir recours au droit, qui n'y arrivent pas et qui sont encore plus attaqués en raison de leurs conditions, des critères de vulnérabilité qui sont les leurs. Je trouve aussi que c'était extrêmement important dans ce rapport qu'on puisse aborder aussi la question de la criminalisation finalement des groupes les plus vulnérables. En fait, appartenir à un groupe ne devrait pas être un critère de vulnérabilité. Normalement, on doit pouvoir être exilé, par exemple à Mayotte, on doit pouvoir être homme, on doit pouvoir être gens du voyage, on doit pouvoir être prisonnier et en fait être considéré comme une personne. Et on voit bien que ces groupes-là sont vulnérables. Donc, on a des groupes vulnérables qui qui font l'objet de discrimination, de criminalisation et vice-versa, évidemment, parce que tout se nourrit l'un l'autre. Alors, ce qui m'a été demandé, c'est quand même de parler de ce que peut faire l'Union et de ce qu'on peut faire, nous, en tant que personnalité politique au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est un sujet qu'on doit prendre à bras-le-corps. Je vous ai parlé de l'intergroupe de lutte contre la pauvreté qui est aujourd'hui officiellement reconnu et donc ce dont je suis très heureuse. C'est un intergroupe, ça veut dire que ça réunit des députés de plusieurs groupes politiques. Malheureusement, on voit de moins en moins de députés issus de la droite qui rejoignent ce groupe, alors que la droite est majoritaire au sein du Parlement européen, mais enfin, il y a des députés membres de plusieurs groupes de gauche et du groupe centriste qui s'intéressent à cette question et qui auront envie de se battre. Dire qu'on forme un intergroupe, ça veut aussi dire qu'on s'organise pour porter des priorités, porter des stratégies, soulever des problématiques dans différentes commissions. On va avoir évidemment en emploi et affaires sociales des questions liées à la pauvreté, mais on le voit bien dans ce rapport. Les questions liées à la précarité, c'est aussi des questions d'emploi. Il y aura une commission emploi au Parlement européen, des questions d'accès au droit. Ça, ce sont les questions des commissions des affaires juridiques et des libertés civiles. En bref, on embrasse avec cet intergroupe une transversalité qui permet de parler de précarité et donc de criminalisation aussi de la précarité sous un ensemble divers d'aspects. Dans les priorités que nous souhaitons aborder, il y a des priorités très larges. Par exemple, l'interdiction au niveau européen de la discrimination socio-économique. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette interdiction qui a été inscrite dans la loi en 2016, qui est censée déjà empêcher toutes les lois françaises qui ont été présentées dans ce rapport, et bien d'autres d'ailleurs, et des pratiques d'ailleurs qui vont avec. Bon, on a besoin d'inscrire l'interdiction de cette discrimination socio-économique dans le droit européen et de permettre, pourquoi pas avec la création d'un défenseur des droits au niveau européen, mais de permettre son application réelle, de permettre de faire en sorte que, à la fois dans l'élaboration des législations, mais aussi dans la façon dont l'Union européenne, dont la Commission européenne supervise l'action des États, eh bien, on ait une interdiction de ces pratiques, de ces lois, de ces pratiques, et que ce soit véritablement effectif. Le deuxième enjeu large, interdimensionnel, c'est de faire en sorte que toutes les lois contribuent à mettre fin à la précarité. Contribuent non pas à stigmatiser et criminaliser les plus pauvres, mais à mener la guerre à la misère elle-même en tant que telle. Et donc ça doit commencer dès le semestre européen. C'est ce que la Commission européenne met en place pour surveiller l'action des États, donc notamment ce qui conduit les États membres parfois à couper dans leurs services publics, à couper dans les investissements dans le logement, par exemple. Bref, il faut que tout ça contribue à lutter contre la précarité et que ça parte donc du semestre européen, des questions budgétaires, à l'ensemble des politiques qui sont menées, par exemple en termes de préservation des services publics. Et puis, on a évidemment des politiques sectorielles qui peuvent être menées. L'Union européenne n'a pas encore de stratégie de lutte contre la précarité. On devrait normalement avoir la première qui devrait être élaborée pendant ce mandat. Donc, ça va être aussi un moment dans lequel on pourra ensemble porter des propositions, mais il y a quand même déjà quelques instruments qui existent. Une stratégie de Lisbonne qui a été lancée en 2000 avec des objectifs de lutte contre la pauvreté et la précarité sociale qui ont été renouvelés à plusieurs reprises, même si on n'atteint pas les objectifs et qu'on voit que la précarité augmente de nouveau et notamment par exemple pour les enfants, que la discrimination se maintient, par exemple pour les Roms et gens du voyage, enfin bref. Mais on a aussi un socle européen des droits sociaux qui a été adopté en 2017 et qu'il va nous falloir travailler à véritablement mettre en œuvre et à faire avancer. Et on a des fonds, le fonds d'aide aux plus démunis, le fonds social européen et d'autres fonds qui sont supposés en tout cas lutter contre la grande précarité. Il faut que tout ça, on poursuive. Moi, je retiens plusieurs propositions que vous avez formulées qui peuvent intégrer les programmes, ce qui est déjà sur la table aujourd'hui dans le programme de travail de l'Union européenne. Sur la question de l'accès à la justice et
de la défense, mais aussi de l'accès aux droits, je pense qu'on doit pouvoir agir normalement pour améliorer l'accessibilité à la justice, pour pouvoir améliorer des systèmes d'aide juridictionnelle qui puissent être à disposition des personnes en situation de précarité, et aussi pour travailler avec les magistrates et les magistrats à travers l'Union européenne, et pour faire en sorte que on travaille plus ensemble. Si les magistrats travaillent plus avec les personnes en situation de grande précarité, normalement, on devrait avoir aussi une meilleure décision de justice. Et je viens moi-même du contentieux stratégique en matière de justice environnementale, donc des questions sociales et environnementales croisées. Donc je ne peux que soutenir d'ailleurs les initiatives qui ont été mentionnées en matière d'accès aux droits et de justice sociale. On a d'autres programmes sur lesquels on peut travailler. On aura dans cette mandature, je vous l'ai dit, la stratégie de lutte contre la pauvreté, mais aussi une stratégie liée au logement. Et donc, on doit, dans le cadre de cette stratégie liée au logement, demander la participation des sans-abri, mais toutes les personnes mal logées en réalité, à l'élaboration des politiques en matière de logement. Donc ça, on va pousser, y compris avec l'intergroupe, pour que ça arrive. Il faut qu'on instaure au niveau européen le principe housing first, donc le logement d'abord, le principe de pas d'expulsion sans solution pour les personnes, et le fait de créer, notamment à travers des logements sociaux, des logements publics, des solutions pour chacune et chacun, et qu'on puisse renforcer la plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme, EPOC, qui a été créée pour qu'elle soit véritablement efficace dans une approche basée sur les droits humains. On a d'autres choses sur lesquelles on peut travailler, reconnaître les lieux de vie informels, assurer des sorties institutionnelles adaptées. Je pense que tout ça, ça va être des sujets qu'on va pouvoir porter au niveau européen. On a travaillé avec la FAP et Sarah Coupiou déjà sur des interdictions de coupure de gaz et d'électricité. Des décisions comme ça, des décisions normatives peuvent toujours être prises au niveau européen, même si c'est pas supposé être la compétence première de l'Union européenne. Quand on se mobilise, on arrive à faire adopter ce type de mesures. Et il y aura évidemment aussi des programmes sur la santé. Je vous ai parlé de numérique qui se développe beaucoup dans l'Union européenne. On a besoin à la fois de lutter contre la fracture et l'exclusion numérique. On a aussi besoin que ces algorithmes, ces pratiques de data mining ne soient pas discriminatoires. Et ça va être très certainement l'un des sujets de travail. Je termine en disant qu'on a aussi des programmes de financement des ONG qui sont aujourd'hui très largement mis à mal, d'ailleurs, par une droite et une extrême droite qui sont renforcées, je vous l'ai dit, au niveau européen. Mais on aura aussi besoin de se battre sur ces enjeux-là pour pouvoir permettre le financement, tant des structures d'accompagnement, mais que des initiatives qui sont portées par les personnes en situation de précarité elles-mêmes. Et je terminerai par là. En tout cas, j'aspire à ce qu'on poursuive ce travail, notamment dans le cadre de cet intergroupe de lutte contre la précarité, qui a pour premier objectif, comme pilier, comme socle de travail, la participation en permanence des personnes en situation d'exclusion, parce que c'est quelque chose que je partage avec mes collègues des différents groupes politiques et qui est très clair pour nous. Dans la réalité, plutôt que de stigmatiser, de criminaliser, on a besoin de toute l'expertise des personnes en situation de précarité pour pouvoir construire tout simplement des sociétés plus justes et plus dignes. Voilà, et il y a la sonnerie qui vient me rappeler que je dois me mettre en route. Donc, encore un immense merci et au plaisir de poursuivre ces échanges et ce travail avec vous. Thank you so much, Marie. I know Merci that beaucoup à Marie. your timing is, Je sais que votre timing est toujours serré. thank you so much for your words and for En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit et merci d'avoir pris le temps de participer au webinaire. On continuera la discussion. Et votez bien, hein? Okay, so Bien. let's continue with Continuons. maybe why not talking with On pourrait maintenant Mercedes donner la parole à Mercedes she works Magassi, qui travaille pour des juristes de rue, une association de juristes de rue en Hongrie. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui, Mercedes, qui pourrait réagir à ce que Noria vous a présenté. En se concentrant, vous concentrant sur la partie relative à la Hongrie, peut-être. Pensez-vous que le rapport dit tout ce qui vous concerne?
Je vous donne 10 minutes et je serai très strict parce que nous sommes déjà en retard. Et c'est pas de votre faute, Mercedes, j'en conviens. Non, je serai très brève. Merci de me donner l'occasion d'intervenir. Comme vous l'avez dit, je représente une association de juristes de rue qui est une ONG hongroise qui offre une aide juridique depuis 40 ans déjà dans l'espace public. Et tous les vendredis, il y a 2 juristes présents sur une place, dans une place, des experts tactiques, comme on les appelle. Donc, un ancien sans-abri également. Donc, il donne des conseils variés, divers. Merci en tout cas pour ce rapport dont la lecture nous a vraiment intéressés aujourd'hui. J'ai préparé un rapport sur la situation pratique de la Hongrie et je vais vous expliquer ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Tout d'abord, quand on pense à la Hongrie, on parle notamment aux réformes fondamentales de 2018 qui dit qu'on interdit l'utilisation de l'espace public pour des raisons de violence. Bon, il n'y a pas beaucoup d'actions en justice qui ont été menées autour de cela, mais il y a des policiers néanmoins qui ont arrêté des sans-abri avec le risque d'emprisonnement qui en découle. La première action en justice était en 2019. Nous avons de très bonnes relations avec le système de soins d'assistance sociale. On n'a pas vraiment de critiques à leur égard. Bon, comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs actions en justice. Il y a des statistiques qui ont été compilées également par une autre ONG. Pendant la COVID, il y a eu un peu plus de cas. Des exemples de quasi-criminalisation avec l'interdiction de sortir après une certaine heure. Et quand cette interdiction était violée, des amendes étaient imposées. Mais bon, comme ces gens n'avaient pas de maison, donc ils n'auraient pas pu rester chez eux, vu qu'ils n'avaient pas de chez eux. Donc, leur imposer une amende n'était pas vraiment logique. Mais bon, ce fut le cas. Et faute de pouvoir payer l'amende, ces personnes ont été emprisonnées. Et d'autres interdictions sur uriner en public, se réunir sur l'espace, jurer dans l'espace public, à nouveau des amendes qui peuvent être transformées en peine d'emprisonnement par le juge. Donc en Hongrie, aujourd'hui, le système juridique est fortement menacé, disons. Il y a pas mal de discussions sur l'indépendance du juge et sur tout le système. Donc on ne peut pas vraiment dire que la situation soit très simple pour l'instant en Hongrie. Ni pour les sans-abri, mais ni pour la société dans sa totalité. Bon, pour ce qui concerne la stigmatisation des populations les plus vulnérables, on critique fortement les médias quant à la manière dont ils présentent les sans-abri. Nous pensons que les partis politiques, en plus, utilisent les sans-abri et les autres groupes en situation d'exclusion de manière stratégique.
On a donné l'exemple d'un candidat qui a perdu les élections, hein. Mais qui siège néanmoins au sein d'une commission qui est responsable des transports publics. Bon, bien sûr, c'est pas vraiment un gain qu'il ait perdu les élections, vu qu'il siège toujours au sein de cette commission. Voilà. C'est toujours la rhétorique de nous contre eux. Une rhétorique qui est présente partout, même dans notre vie quotidienne. Quand on va faire nos courses, par exemple, c'est une rhétorique qui apparaît également. Petite avancée, si on peut appeler ainsi, les bouteilles en plastique. Donc on peut les recycler et toucher un peu d'argent. Et donc, mais si on fouille une poubelle pour en tirer les bouteilles en plastique, c'était considéré comme du vol. Mais bon, ça a débouché sur un tollé général. Bon, ils n'ont pas vraiment changé la loi suite à ce tollé, mais ils ont quand même demandé aux forces de police de ne pas agir, de ne rien faire. Donc, c'était un accord tacite, disons, entre les forces de police et l'État pour que on ne punisse pas les gens pour avoir simplement fouillé dans une poubelle. Bon, c'est bien que, en tout cas, ils ne fassent rien, parce qu'ils savent que cette bouteille en plastique qui a été jetée a quand même un peu de valeur. Mais ça serait encore mieux si cette loi disparaissait. Et tout ce qui a été dit est tout à fait juste. Ça représente parfaitement la situation en Hongrie, donc pas la peine. Bon, il n'y a aucune différence, hein, ni au niveau politique, ni au niveau social. Il y a une action en justice qui est en cours auprès du tribunal constitutionnel sur la mendicité. Donc, le simple fait de demander un peu d'argent pour manger. Malgré cela, nous ne sommes pas très optimistes. Nous ne pensons pas que cette action passera. Il y avait un autre exemple, hein, aux Pays-Bas, je crois. Et dans ce cas-là, la décision était que la mendicité n'est pas criminalisable s'il n'y a pas d'autre aide sociale possible, si c'est le dernier recours. Mais on peut dire que, bon, il y a un système social qui est en place, même s'il est un peu débordé. Donc, dans ce cas-là, on pourrait dire peut-être que la mendicité est acceptable parce que, justement, le système social est débordé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je crois que vous avez posé une question plus tard, donc j'y répondrai. Merci en tout cas. Oui, merci beaucoup, Mercedes. Merci beaucoup pour votre contribution. Et puis, un petit éclaircissement. Le dossier dont vous parliez, c'est Yann versus Danemark. Et on devra peut-être y réfléchir.
C'est une de ces affaires qui doit être traitée par la Cour européenne des droits humains, mais malheureusement, l'arrêt n'est pas véritablement positif, ce n'est pas un développement positif en comparaison avec l'affaire précédente qui était beaucoup plus positive pour notre cause. Eh bien, merci beaucoup. Et maintenant, je vais donner la parole à Pia, qui nous vient du Danemark, et elle va réagir à l'enquête. Elle est chercheuse et elle va nous faire part de son point de vue. Alors, est-ce que ce rapport est correct sur base de votre expérience? Pia, est-ce que vous voulez que je partage votre expérience? Oui, ce serait très sympathique. Merci. Oui, j'ai juste quelques transparents. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Eh bien, merci beaucoup pour ce rapport opportun. Est-ce que ça marche, Maria? Oui, oui, oui. Ah, mais vous me voyez, mais on ne voit pas ma présentation. Pas de souci. Moi, je ne vois pas mes transparents. Vous les avez lancés? Ah, vous ne les voyez pas? Non. We're just seeing the folder, Maria. On voit juste le dossier, Maria. Ah, d'accord. C'est pas grave. On va recommencer. Oui, je vais commencer. Voilà. Merci beaucoup. Et on peut mettre en mode présentation. Est-ce que ça a changé? Non. Toujours rien. Moi, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais ça arrive tout le temps. Oui, c'est pour ça que je vous ai demandé de vous en occuper. Ce n'est pas grave. Je vais commencer parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, au cours des 2 dernières années, j'ai mené des recherches sur l'exclusion sociale des citoyens sans abri dans les espaces urbains au Danemark. Je peux donc m'identifier totalement au développement décrit dans le rapport. En outre, l'utilisation de l'espace public au Danemark est devenue plus restreinte ces dernières années. Il s'agit d'une conjugaison d'une conception hostile et excluante et de la criminalisation du sans-abrisme. Les évolutions récentes au Danemark montrent qu'un cadre axé sur la criminalisation et la punition a gagné du terrain. Auparavant, dormir dans la rue était principalement considéré comme un symptôme de problèmes sociaux. Et les politiciens, ainsi que la majorité de la population, pensaient que les gens se tournaient vers la rue à cause des inégalités sociales, peut-être parce que les personnes souffraient de toxicomanie ou de maladies psychologiques. Autant de situations qui devaient être traitées dans le cadre des politiques sociales et sanitaires. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Permettez-moi donc de vous présenter brièvement les récents développements juridiques au Danemark. En effet, une nouvelle loi a été votée en 2017 et elle interdit de dormir dans la rue, ce qu'on appelle les camps intimidants. La mendicité intimidante, comme ils l'appellent, a également été interdite et les sanctions ont été renforcées. Les travaux préparatoires à ces lois montrent qu'elles étaient destinées à toucher principalement les migrants sans-abri des pays d'Europe de l'Est et les populations roms en particulier. Les responsables politiques
ont fait valoir que la sécurité dans les villes danoises était mise à mal par les sans-abri étrangers et par les supposés groupes de Roms criminels, comme l'a déclaré un membre du Parlement à l'époque. Et je le cite, il s'appelle Marcus Knuth et dit « Il faut mettre un terme à l'occupation rome. Ils nous exploitent, nous harcèlent et détruisent les rues avec leurs ordures et leurs excréments. » Ça, c'était le discours à l'époque et il est toujours valable dans une large mesure. Maria, je ne vois toujours pas les transparents, donc on va laisser tomber, c'est ça? Oui. J'ai essayé différentes manières, mais rien ne semble fonctionner. Je ne sais pas très bien ce qui se passe. Désolée, je fais comme d'habitude, mais ça ne marche pas. Je vais envoyer ça à ma collègue et on verra si elle peut faire quelque chose. Mais ça ne m'inquiète pas, pas de souci. Continuons. Okay, now stop. Sorry. Can you see my screen now? Vous voyez mon écran? No. Okay, I are you can see seeing it. this? Yes, we can see your screen. Oui, Yeah. on voit. Okay. Can you see it now? Perfect. Ah, maintenant ça marche. Okay, good. Voilà, maintenant ça marche. So the legislation on Donc, intimidating begging, it's always la loi sur la mendicité intimidante. La mendicité a toujours été criminalisée, mais the penalties for depuis so-called 2015, has been la mendicité dite intimidante entraîne des sections plus lourdes, c'est-à-dire 14 jours de prison sans sursis si votre mendicité est qualifiée d'intimidante, et tout dépend du lieu où vous mendiez. Dans une rue piétonne, par exemple, dans une gare ferroviaire et routière, dans les supermarchés ou dans les transports publics. Eh bien, dans ce cas-là, la mendicité est considérée comme intimidante et la première fois que vous vous faites avoir, vous êtes envoyé en prison sans sursis. Que vous ayez intimidé quelqu'un ou pas, que votre comportement ait créé un sentiment d'insécurité ou pas. C'est juste le lieu qui définit le caractère intimidant de la mendicité. Bien entendu, ça n'a aucun sens de mendier ailleurs, puisque c'est là que vous êtes le plus susceptible d'obtenir de l'argent. Alors, depuis 2017, presque toutes les affaires de mendicité ont été qualifiées de mendicité intimidante. Et 84% des condamnations pour mendicité concernent des personnes originaires de Bulgarie et de Roumanie. C'est-à-dire que la police a entendu les signaux du Parlement qui visaient principalement les migrants sans abri d'Europe de l'Est. Parallèlement à cela, toujours en 2017, une nouvelle législation sur les camps a également été adoptée pour pénaliser ce qu'on appelle les camps intimidants. La police a reçu le pouvoir de prononcer des interdictions de camper et d'infliger des amendes si elle estime qu'un séjour concret, un comportement ont un caractère de campement propre à créer de l'insécurité ou de l'intimidation. La pratique montre que plusieurs personnes dormant ensemble peuvent faire l'objet d'une interdiction de camper. Une personne peut également faire l'objet d'une interdiction de zonage. Et vous pouvez également vous voir interdit de séjour dans la commune où la violation de la législation sur les camps a eu lieu. C'est-à-dire que si vous faites l'objet d'une interdiction dans le cadre de la loi, eh bien, dans la ville de Copenhague, eh bien, vous ne pouvez plus rester à Copenhague. Alors, presque toutes les personnes ayant fait l'objet
d'une interdiction de camper sont également originaires de Roumanie et de Bulgarie. Presque aucun Danois s'est vu infliger ce type d'interdiction ou d'amende. Au Danemark, il est légal de passer la nuit dans des lieux accessibles à tous, à condition de ne pas troubler l'ordre public et de ne pas séjourner dans un campement intimidant. Mais dans 150 parcs publics et espaces verts de Copenhague, des panneaux ou des règles indiquent les règles d'ordre local et elles interdisent de passer la nuit sur place. Ces règles sont appliquées par la police et toute infraction peut entraîner une expulsion ou une amende. Et j'ai discuté avec une dame qui est en situation de sans-abrisme et je la cite parce qu'elle m'a dit « Et puis, il y a les panneaux d'interdiction de dormir dans les parcs de la ville. C'est complètement ridicule que nous n'ayons pas le droit d'y passer la nuit. Les parcs font partie des rares endroits où nous nous sentons un peu en sécurité. Ils disent que nous rendons la ville dangereuse, mais nous nous sentons incroyablement peu sûrs d'être rejetés en permanence. Nous essayons juste de trouver un endroit où dormir, où nous pourrons passer quelques heures sans être dérangés, mais nous n'osons pas nous allonger. » Et il y a d'autres règles qui peuvent être utilisées par la police si les personnes ne respectent pas l'interdiction de dormir dans les parcs publics. Et ce à quoi on est confronté ici, c'est véritablement une interdiction de dormir dans les parcs de la ville, quel que soit votre comportement. Il y a vraiment 3 éléments qui indiquent que les migrants sans-abri au Danemark subissent une discrimination basée sur leur nationalité et leur origine technique. Tout d'abord, les travaux préparatoires de la législation sur la mendicité et les campements qui illustrent la volonté politique de cibler les migrants sans-abri d'origine rome. L'application de la loi est également organisée par la section de contrôle des étrangers de la police de Copenhague et la législation sur la mendicité et le campement était principalement utilisée pour les migrants sans-abri d'Europe de l'Est et dans des quartiers particuliers de Copenhague. Et dernier élément qui montre que la loi s'applique principalement sur les migrants sans papier d'Europe de l'Est, si on se penche sur le nombre de personnes condamnées, il y a tellement peu de Danois et quasiment que des Roumains et des Bulgares. Et ça n'a aucun sens de penser que les Danois ne mendient pas et ne dorment pas dans des camps ou dans les parcs. On le voit tous les jours et les organisations de la société civile le confirment. Alors, comme cela est bien décrit dans le rapport, les effets de la criminalisation se font sentir au Danemark et ailleurs. En effet, il est devenu de plus en plus difficile de fournir de l'aide et de l'assistance aux personnes sans abri. Les organisations de la société civile, la municipalité de Copenhague, signalent que les personnes qui dorment dans la rue sont devenues plus difficiles à trouver. Et les personnes deviennent de plus en plus invisibles et le gouvernement danois a conclu, et ça figure également dans les journaux publics, que la criminalisation fonctionne. Donc il semblerait que la réduction de la visibilité du sans-abrisme soit considérée comme une preuve de la réduction du sans-abrisme dans le contexte danois. Ensuite, concernant les recommandations, je suis d'accord avec toutes les recommandations qui figurent dans votre note politique. J'aimerais juste ajouter un point. Au Danemark, il est évident que la criminalisation du sans-abrisme n'est pas destinée à nos propres sans-abri, puisque donc les Danois sans-abri, mais cela
apparaît également dans la jurisprudence et la pratique qui montre que presque les seules personnes originaires d'Europe de l'Est sont ciblées par la police. Donc, je regrette de ne pas voir d'accent sur la protection juridique contre la discrimination dans le rapport. En particulier, la discrimination fondée sur la nationalité, l'origine nationale ou ethnique. Les motifs de discrimination que sont le handicap et le statut social sont également très pertinents. I would love Voilà. if there was a recommendation as Je well. préférerais qu'il y ait une recommandation également visant à adopter des lois nationales interdisant les comportements discriminatoires de la police. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas au Danemark. Il n'y a rien dans la loi nationale sur la police et on se demande même si la directive européenne protège vraiment contre les discriminations en raison de l'origine raciale ou ethnique par la police. L'interdiction de comportements discriminatoires dans la police. Il y a des exemples de notre médiateur égalité au Danemark qui dit que notre loi sur la discrimination ethnique ne concerne pas les comportements policiers. Donc on n'a pas d'interdiction claire et spécifique de comportements policiers discriminatoires. Oui, on a compris, Pia. On va devoir, on doit avoir poursuivi. Oui, j'ai fini de toute façon, j'ai fini, vous inquiétez pas. Merci. Merci, on a bien entendu. On devrait sans doute l'ajouter, c'est sans doute possible. Je crois que l'antidiscrimination, la protection contre les comportements discriminatoires, ça a toujours été cité. Hein. Et dans la note politique, ça transparaît, le fait que la criminalisation concerne davantage les Roms ou les migrants. On le dit sans utiliser le terme discrimination. Mais bon, on prend note, on prend note. Et on verra ce qu'on peut faire. Bien. Je crois qu'on n'a pas le temps de vous poser d'autres questions. Je voulais vous demander s'il était possible d'amender des lois ou exonérer de l'application de certaines lois et le rôle des contentieux également. Mais bon, ça sera le sujet d'autres webinaires, à moins que vous ayez quelque chose à dire sur la contention stratégique. De toute façon, vous verrez de toute façon que ça figure dans le rapport. C'est un point important. Même si c'est bref ce qu'on y dit, parce qu'on a voulu être bref. En anglais, le terme brief est utilisé. Mais bon, c'est un point sur lequel on reviendra. Donc, je vous propose d'essayer de tirer les conclusions, Sarah. Désolé, vraiment qu'on n'a pas le temps de poser d'autres questions. Je n'ai pas vraiment suivi la fenêtre de conversation. Je vois surtout des échanges d'informations et des ressources qui nous serviront, mais pas de questions en tant que telles. Et vu que le temps presse, quelques mots de conclusion. Sarah, sur tout le processus de rédaction de la note politique, mais également sur la recommandation, peut-être? Oui, merci Maria. Je vais m'exprimer en français pour les traducteurs. Tout d'abord, je voulais faire des remerciements. D'abord à la campagne globale Décriminaliser la pauvreté, le statut, et à Penal Reform International qui a soutenu notre travail et la production de ce rapport. Un remerciement aussi bien sûr à nos 3 organisations qui ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir
eh bien, étudier les terrains dans 4 pays, aller à la rencontre des acteurs qui travaillent au plus près des personnes concernées et pouvoir produire ces recommandations. Un remerciement aussi à l'ensemble des organisations et des acteurs qu'on a rencontrés, qui ont eu la gentillesse de répondre à nos questionnaires, à nos interviews et de nous rencontrer. Et puis, bien sûr, un remerciement à nos intervenantes et aux participants qui ont répondu nombreux aujourd'hui à l'occasion de la présentation de ce rapport, et à Préférence SF qui assure depuis longtemps et brillamment l'interprétation de nos événements. Je note aussi que c'est un travail très féminin et donc je remercie vraiment l'expertise de toutes les femmes qui ont travaillé sur ce rapport. Donc on l'a dit, il y a 1,2 million de personnes qui n'ont pas de logement en Europe, 400 000 enfants qui sont concernés. Une partie de ces personnes vivent à la rue, parfois sans aucun moyen de subsistance. Le travail qui a été présenté nous montre bien la face cachée des politiques sociales et la façon dont nos sociétés entendent à certains égards répondre aux besoins de ces personnes. Et Marie Toussaint l'a noté, la montée des politiques populistes en Europe, d'extrême droite notamment, et avec elle des discours sécuritaires et de rejet, doit véritablement nous alerter. On ne doit pas céder à un discours qui est stigmatisant, un discours à double vitesse qui consisterait à penser qu'il y a les méritants et les non méritants, ceux qui peuvent se loger et ceux qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas les bons documents, qui n'ont pas la bonne nationalité et qui ne travaillent pas assez ou pas du tout. Il y a ceux qui peuvent être soutenus et ceux que l'on mettrait donc en prison. Ils n'ont rien et ces mesures indignes qu'on a décrites aujourd'hui leur prennent finalement ce qui leur reste, c'est-à-dire l'espoir de s'en sortir et de pouvoir avoir une vie meilleure. Alors, l'Europe ne pourra pas faire appliquer le socle des droits sociaux dans des États qui criminalisent les plus démunis, et le respect de l'État de droit passe nécessairement par le respect de la dignité humaine. Avec 1 Européen sur 10 qui vit sous le seuil de pauvreté, il est urgent de repenser nos politiques et de nouveau de nous tourner vers de la fraternité et de la solidarité. On sait le faire. Les expérimentations autour du logement d'abord ont montré leur efficacité partout en Europe et même au-delà d'ailleurs. Le logement social doit véritablement être une priorité dans l'ensemble de l'Union européenne et la constitution d'un parc abordable doit être le patrimoine de tous pour permettre à chacun de se loger dignement. L'Union l'a bien compris puisque ces institutions font le choix, et on l'a vu, de s'engager dans une stratégie pour le logement abordable avec la création d'un poste de commissaire dédié au logement au sein de la Commission, avec la création d'une commission dédiée au logement aussi au sein du Parlement. Alors c'est dommage, la commission n'est pas venue aujourd'hui, malheureusement, bien qu'elle ait été invitée. J'espère que certaines personnes qui y travaillent auront pu assister à ce webinaire. Et je pense qu'il faut ne pas oublier plusieurs choses. D'abord, dans l'ensemble de ces stratégies, la priorité doit être donnée aux plus vulnérables, les personnes qui vivent dans des conditions insoutenables, les personnes sans abri, les personnes qui vivent dans des taudis ou celles qui vivent dans des passoires thermiques. Les logements qui seront produits dans le cadre de cette vague de logements abordables ou de rénovation doivent être réellement abordables. Et à ce titre, on doit s'assurer que les personnes les plus pauvres pourront effectivement, avec leurs ressources, y accéder. Les investissements publics qui seront réalisés par l'Union et par les États membres doivent permettre le déploiement de solutions qui seront efficaces aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. Donc, il ne s'agit pas de produire du logement qui, demain, pourrait nourrir la financiarisation ou la spéculation immobilière. On l'a dit, les organisations de la société civile doivent être soutenues. Nous l'avons vu, c'est elles qui sont au plus près du terrain, c'est elles qui sont capables de répondre de façon innovante aux besoins des plus démunis, et donc il faut qu'elles puissent être soutenues également par les fonds européens. Enfin, et je le rappelle, bien que ça ait déjà été dit aussi, rappelons que rien ne pourra être réalisé valablement sans la voix des personnes concernées. Et c'est uniquement à ces conditions et à ce prix que nous pourrons faire face à la crise du logement, lutter efficacement contre le sans-abrisme et respecter la dignité humaine partout en Europe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you, Sarah. Merci beaucoup, Sarah, pour ces quelques mots de conclusion particulièrement inspirants. Voilà, le moment est venu de vous dire au revoir, vous remercier tous et toutes pour votre participation
pour votre attention, pour votre implication de tous les instants. Je vois qu'il y a eu de nombreux échanges via la fenêtre de conversation. Restons connectés, restons unis. Je suis sûr que d'autres webinaires auront lieu sur ce sujet. Passez une très bonne journée et bonnes vacances.